Et salut YouTube, c'est Gugusa. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur Supervive, anciennement Project Loki, qui vient d'être annoncé aujourd'hui par le studio Theorycraft Games, fondé par des anciens de League of Legends, Overwatch et tous les jeux à succès que vous connaissez. Et donc, qu'est-ce que c'est comme type de jeu? C'est un Battle Royale, free-to-play, dans lequel vous incarnez des chasseurs, donc c'est les héros dans le jeu. Il y en a 14 actuellement, ça va se développer au fur et à mesure que l'alpha et la bêta avanceront. Mais là, ce qu'il y a de plus important déjà, c'est comment est-ce qu'on joue au jeu. Si vous avez envie de jouer au jeu, comment on y joue? Donc là, actuellement, étant donné que les playtests, justement, la NJA vient de sortir, il y a deux manières pour vous de pouvoir jouer au jeu. La première, c'est regarder des streams sur Twitch. N'hésitez pas, je serai sur Twitch dès jeudi pour le lancement du jeu. Quand vous regardez sur Twitch, vous allez récupérer des shards. C'est ce qu'ils appellent, en gros, c'est un système de plus vous regardez longtemps un stream, plus vous allez gagner de shards. Normalement, c'est une shard par heure environ. Et ça augmente vos chances de récupérer et gagner une clé, justement, pour pouvoir jouer au jeu. La deuxième manière, c'est de passer par un code de référencement. Donc, soit par un ami à vous qui a déjà joué au jeu, soit par un content creator. Le mien, par exemple, sera dans la description. Et ça vous permet de passer en fil prioritaire afin que, lorsque le jeu décidera d'envoyer une vague de clés, dans ces cas-là, vous serez dans les premiers afin de pouvoir accéder au jeu. Et enfin, la dernière méthode, c'est de recevoir directement une clé. Chaque content creator du jeu a reçu 30 clés justement à vous faire gagner. C'est également mon cas. N'hésitez pas à envoyer un commentaire, vous abonner et vous pourrez tirer au sort pour justement gagner des clés. J'en ai 30 à vous faire gagner. Ça va passer probablement directement via mon Twitter, via mon YouTube et vous pouvez également venir sur Twitch parce que j'en ferai sûrement gagner aussi là-bas. Et donc c'est justement tous les moyens qui vous permettent de jouer au jeu. Et donc le jeu il marche sur un système de playtest, c'est-à-dire que vous pouvez pas venir jouer tous les jours à partir du moment où vous avez une clé, il y a des jours précis et des heures précises pour ça. Le prochain par exemple c'est 8 jours à partir du 27 juin jusqu'au 4 juillet. Et pour pouvoir y jouer c'est tout simple, vous vous rendez au moment où les heures sont disponibles pour le jeu. Actuellement pour le 27 juin c'est de 20h à 2h du matin heure française. Et ensuite ça marche sous un système de Europe et North America, qui sont les deux serveurs principaux du jeu actuellement. Et donc pour les heures européennes, c'est de 19h à minuit, et pour les heures nord-américaines, c'est de 2h à 7h du matin. Tout ça, c'est heure française. Également, sachez que vous pouvez jouer aux heures nord-américaines, donc de 2h à 7h du matin, même si vous êtes en Europe, vous aurez un peu plus de ping, c'est tout à fait jouable, vous inquiétez pas. Et donc si vous voulez jouer 10 heures par jour du jeu à partir du 28 jusqu'au 4 juillet, c'est tout à fait possible. Maintenant que vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir jouer, on va quand même s'intéresser au jeu un peu. Aujourd'hui, on va parler des bases. Je vais faire donc une série en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on s'intéresse uniquement aux bases du jeu pour que quand vous allez lancer le jeu pour la première fois, vous n'allez pas être perdu par euh, la quantité de choses à apprendre sur le jeu et vous allez pouvoir passer justement un playtest plus agréable et tes premières heures de jeu, vous n'allez pas perdre de temps et pouvoir directement vous intéresser à quel perso jouer, etc. Aujourd'hui, on parle des trucs très simples au jeu et qui font qu'il est différent des autres. Et dans les prochaines vidéos, on parlera des strates plus avancées telles que les positions sur les maps qui sont importantes, les pouvoirs, quelles sont les différences entre les différents héros et quel est le héros que vous préfériez peut-être jouer, puisqu'il va y avoir un système de déblocage de héros avec la progression dans le jeu. Et donc, si vous voulez être certain de débloquer le héros qui vous intéresse dès le début, dans ces cas-là, il y aura une vidéo qui va sortir juste après pour vous aider justement à choisir le héros que vous voulez jouer. Donc pour vous déplacer dans Supervive, vous allez vous déplacer avec ZQSD et chaque héros a une auto-attaque et 4 sorts. Dans ces 4 sorts, il y a pour chaque héros un dash et un ultimate. Les autres mécaniques les plus classiques sont le saut, l'accroupissement pour pouvoir voir plus loin mais dans un cône de vision plus réduit, et le glide. C'est la mécanique la plus importante du jeu, et c'est ce qui fait qu'il est unique. La map, c'est une quantité d'îles dans lesquelles vous allez vous déplacer d'île en île avec votre glide, et vous allez devoir faire attention à tout plein de trucs. Par exemple, un système d'énergie avec le glide qui fait que si vous avez plus d'énergie, vous allez chuter de votre glide. Si vous êtes à terre, c'est pas très grave parce que vous allez juste revenir à terre et attendre que votre énergie se recharge. Par contre, si vous êtes dans les airs et que vous n'êtes pas très proche d'une île, dans ces cas-là, vous allez chuter dans les abysses et mourir. L'autre mécanique extrêmement importante avec le glide, c'est le fait que quand vous êtes en train de glider, vous êtes extrêmement vulnérable. Si vous prenez n'importe quelle source de dégâts provenant d'un ennemi ou bien d'un monstre ou quoi que ce soit lorsque vous êtes en train de glide, vous allez vous faire spike. Qu'est-ce que c'est être spike? Ça veut dire que vous allez directement être projeté au sol. Si vous êtes à même le sol sur une île, dans ces cas-là, vous allez être projeté directement au sol, couper votre glide et vous allez vous faire stun pendant quelques secondes. Lorsque vous êtes en fight et que vous utilisez votre glide et que vous faites stun, ça va très vite pour les ennemis de vous tuer. Donc attention à utiliser le glide avec parcimonie et pas forcément en fight, à part si vous êtes certain de ne pas vous faire toucher.
Et encore plus important, si vous êtes dans les abysses et que vous vous faites toucher justement alors que vous utilisez votre glide, vous êtes spike dans le vide et vous mourrez instantanément. C'est la mécanique la plus importante du jeu et c'est la manière de faire des comebacks et faire des moves de fou justement. Mais donc le glide, c'est à la fois votre ami parce que vous allez vous déplacer d'île en île, mais en même temps apprendre à bien jouer au jeu, c'est apprendre à ne pas utiliser le glide, ou en tout cas que quand c'est extrêmement vital et que vous n'avez plus de dash pour vous sortir de situation. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous mourrez? Si vous vous êtes mort dans le vide ou que vous vous êtes fait spike parce que vous utilisiez votre glide, dans ces cas-là, vous allez tout simplement raise sous forme de box. Enfin, je dis raise, mais pas vraiment. C'est juste une dev box que vous avez et vos ennemis peuvent tout simplement venir loot votre stuff dans cette dev box. Il y aura votre or, vos pouvoirs, votre armure et toutes les choses importantes que vous allez drop pendant la partie. Vos alliés, par contre, peuvent également interagir avec la devbox pour récupérer vos loots si jamais ils ne peuvent pas vous raise, ou bien tout simplement rester environ 10 secondes sur votre box et vous raise en étant dans un état vulnérable et ne plus pouvoir bouger, donc c'est à faire uniquement s'il n'y a pas d'ennemis à proximité qui peuvent venir tuer votre allié, parce que dans ces cas-là, il est extrêmement vulnérable et ne peut pas faire grand-chose que raise votre box. Ou bien, si vous êtes mort à même la terre ferme, vous allez devenir un petit esprit. Et donc, quand vous êtes en petit esprit, c'est en fantôme, vous n'êtes pas vraiment mort, c'est entre les deux. Et donc, quand vous êtes dans cet état-là, il y a plusieurs interactions justement avec cet esprit. Si un allié se positionne sur vous, sur votre esprit, au bout d'un certain temps, vous allez revive. Pour le voir, il y a une barre verte justement qui va progresser, que vous et les ennemis peuvent voir, et lorsque celle-ci est au maximum, dans ces cas-là, vous allez renaître. Euh, Par contre, attention, si un ennemi se positionne sur votre esprit, alors vous allez perdre extrêmement vite vos HP. Quand vous êtes en esprit, vous avez une barre de vie qui se réduit petit à petit pour justement laisser un laps de temps à votre allié et pas que vous soyez de manière infinie en esprit et que vos alliés peuvent venir vous reste quand vous voulez. Vous allez petit à petit perdre des HP et si un ennemi se met sur vous, dans ces cas-là, vous allez les perdre encore plus vite. Ou bien, ils peuvent vous exécuter, c'est-à-dire rester sur votre esprit, activer justement la touche F et vous exécuter, faire une animation d'exécution. Mais par contre, dans ces cas-là, ils sont stun lock et ne peuvent pas bouger et sont en vulnérabilité. Par contre, s'ils arrivent à vous exécuter correctement, ils regagnent full vie et full mana. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Quoi qu'il arrive, quand un esprit meurt, il devient une devbox, donc ce que j'ai parlé plus tôt dans lesquels les alliés peuvent revive justement cette devbox s'ils sont en cas de vulnérabilité et ne bougent pas pendant quelques secondes, mais également une shard, dont lequel j'ai parlé un peu plus tard, et un morceau d'armure, pour pouvoir justement réparer votre armure si pendant le combat elle a été abîmée. Et donc la dernière manière de pouvoir raise un allié, c'est en allant sur des beacons. Vous les voyez normalement à l'écran, mais en fait, il y en a de plusieurs types. euh, et il vous suffit de rester un certain temps sur ces beacons, et lorsque la barre est remplie entièrement, alors vous allez raise l'entièreté de votre équipe. Attention, c'est l'entièreté des équipes morts. Lorsque vous êtes en esprit, vous n'êtes pas considéré comme mort. Donc si vous êtes en esprit et que vous voyez qu'il y a un allié à vous qui est en train de raise justement sur un beacon, dans ces cas-là, je vous conseille de mourir le plus rapidement possible pour pouvoir raise avec vos alliés plus loin sur la map. Information importante, si jamais vous venez à utiliser un beacon pour pouvoir raise vos alliés, l'entièreté de la map est au courant. C'est-à-dire qu'ils ont en temps réel la position, c'est-à-dire quel beacon vous êtes en train d'utiliser, et également combien de temps avant que l'entièreté de votre équipe soit raise. C'est important parce que il y a un gros son qui est joué pour tous les ennemis, et donc si une équipe est à proximité du beacon sur lequel vous êtes en train d'utiliser pour raise vos alliés, la plupart du temps, les équipes ne vont pas se gêner et vont venir vous empêcher de raise vos alliés, tout simplement. Si vous ne restez pas dans le petit cercle du beacon, alors euh, tout simplement la barre arrête de progresser et rediminue et donc vous ne pouvez pas raise vos alliés, mais également si un ennemi vient justement dans le lieu du beacon, la barre se fige. Et le temps que vous n'êtes pas tout seul sur le beacon, vous ne pouvez pas continuer de raise vos alliés. Et donc la plupart du temps, les équipes viennent, contestent, parce qu'elles savent que si une personne utilise le beacon, ça veut dire qu'ils ne sont plus assez, puisque si vous êtes 4, c'est-à-dire une squad par exemple, normale, si vous jouez à 4, et que vous utilisez le beacon et que vous allez sur un beacon mais que les 4 sont vivants, dans ces cas, le beacon ne va pas s'activer. Par contre, si vous êtes moins de 4, celui-ci va s'enclencher pour pouvoir venir raise ceux qui manquent. Et donc, les équipes savent que vous n'êtes plus 4, et comme elles, la plupart du temps, sont 4, elles se disent « Ok, c'est un combat pour lequel on va pouvoir gagner »,
et donc vous empêcher de reste vos alliés. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a beaucoup de moyens de pouvoir justement reste vos alliés, et encore, il y a encore un autre moyen, mais qui est un peu plus compliqué, donc je reviendrai sur celui-ci un peu plus tard. Et comme vous pouvez donc vous en rendre compte, c'est un jeu dans lequel, si vous tuez pas l'entièreté des ennemis, justement, l'entièreté d'une squad, alors, la plupart du temps, un d'entre eux va réussir à s'échapper, utiliser un beacon, et donc cette squad, vous allez la recroiser plus tard. Les fights, c'est intéressant de les prendre parce que vous allez gagner de l'XP et donc récupérer des équipements, etc. sur les ennemis. Mais la plupart du temps, comme le jeu se joue à squad de 10, si vous n'arrivez pas à tuer une squad complète, la plupart du temps, elle va réussir à s'échapper, réussir à raise, et donc, vous allez la recroiser plus tard. Ok, donc on a passé la partie compliquée des raises du jeu, et on va revenir sur un truc un peu plus simple. Quand vous commencez la partie, donc vous choisissez votre perso, et ensuite, vous allez choisir un endroit où drop. Quand vous choisissez votre endroit où drop, tout le monde est niveau 1 en début de partie. Et donc, l'objectif principal du jeu, c'est de débloquer et aller au level cap du jour. C'est-à-dire, le jeu marche sous un système de jour-nuit, et donc chaque journée, à chaque fois que le jour va se lever, vous allez pouvoir débloquer un niveau maximum euh, qui sera de plus en plus élevé au fur et à mesure que le temps dans la partie va avancer. C'est-à-dire, pour le premier jour, le level cap maximum c'est 4. Ensuite c'est 6, 7, 8 et 9. Et donc comment ça marche? Le premier jour, quand vous tout simplement vous droppez en fait, le level maximum c'est 4. Et donc comment ça marche? Vous allez dropper la plupart du temps, là où vous voulez dropper sur un camp d'ennemis. Partout sur la map, il y a des camps justement d'ennemis, et quand vous les tuez, vous gagnez de l'expérience, des équipements et des consommables, que j'expliquerai un peu plus tard. Et donc votre objectif lors de cette première journée, c'est de passer niveau 4, c'est-à-dire arriver au soft cap, et donc après vous pouvez plus gagner d'XP. Et la manière justement de pouvoir accéder au-delà de ce cap 6, c'est en tuant des joueurs. Et donc, lorsque vous avez atteint le niveau 4, votre objectif c'est, d'accord, je suis niveau 4, donc maintenant je peux venir prendre un fight, si je veux, même si je tue pas la squad entière et qu'elle va aller reste plus tard, je vais pouvoir gagner de l'XP sur eux, peut-être passer niveau 5, et donc, peut-être que vous l'avez constaté, mais le premier jour, personne n'a son ulti, puisqu'il se débloque niveau 5, et donc, si vous prenez un fight et que vous réussissez à débloquer votre niveau 5, vous êtes objectivement plus fort que les ennemis qui vont arriver, puisqu'eux auront peut-être pas fight et seront que niveau 4. Et donc vous êtes niveau 5, ils sont niveau 4, vous avez l'avantage, et normalement, vous pouvez gagner justement ce fight, et ensuite, snowball comme ça. Enfin bref. Tout ça pour dire que le jeu marche sous un système de jour-nuit et de level cap, et donc soyez pas surpris, c'est-à-dire que quand vous voyez qu'un ennemi est niveau 4, vous savez que vous allez pouvoir maximum atteindre le niveau 4 grâce à cet ennemi. Si vous êtes niveau 5 et que l'ennemi est niveau 4, le tuer et en tuer autant que vous voulez ne va pas vous faire gagner d'XP. Et lorsque la nuit va arriver, parfois il y aura des camps sur la map à certains endroits précis où vous allez pouvoir atteindre un niveau au-delà que 4, mais la plupart du temps, tout le monde va rester au niveau 4. Et lorsque le nouveau jour va arriver, dans ces cas-là, un nouveau cap justement va être débloqué, et comme je l'expliquais plus tôt, pour le jour 2, vous allez pouvoir passer niveau 6, le jour 3 niveau 7, le jour 4 niveau 8, le jour 5 niveau 9. On va rarement jusqu'au jour 5, étant donné que la plupart du temps, les games se terminent avant. Euh, donc, pour les équipements et les consommables, lorsque vous tuez des ennemis, vous pouvez avoir des équipements et des consommables. Les équipements, c'est quoi? C'est tout simplement deux slots d'objets. Il y a deux types d'objets, soit des épées, soit des casques. Et en fait, en fonction de l'objet que vous prenez, vous allez recevoir des stats supplémentaires. Exemple, une épée de mana va vous permettre de... Donc, épée et casque, c'est les deux types d'équipements. Épée, ça vous permet de faire des dégâts. Casque, ça vous permet d'avoir plus de HP. Le cache permet de justement avoir de la régénération de mana, par exemple, pour un casque de mana, et l'épée de mana, vous allez vraiment avoir un peu de mana et de la régénération de mana, mais surtout des dégâts. C'est important justement, j'en profite de prendre des objets de mana. Lorsqu'on commence la partie et qu'on commence le jeu, gérer notre mana c'est un peu compliqué. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est, si vous voyez des objets de mana, la plupart du temps justement une épée de mana ou un casque de mana, n'hésitez pas à prendre un des deux, parce que comme ça, vous en prenez un des deux et vous n'aurez pas de problème de mana pour la partie. Lorsque vous allez devenir familier avec le jeu, peut-être que vous allez pouvoir justement mieux gérer votre mana, mais en tout cas, quand vous commencez le jeu vraiment et que vous êtes en phase d'apprentissage, prenez un objet de mana, comme ça vous vous cassez pas la tête. Donc, comme je disais, vous allez avoir deux objets donc, disponibles. Suivant votre personnage, il y a des builds justement qui sont conseillés. J'y reviendrai un peu plus tard dans une prochaine vidéo sur les hunters et donc quels sont les objets un peu à prendre. Mais pour vous donner des idées, il y a des objets qui vous permettent d'avoir de la mana, il y a des objets qui sont concentrés sur
du temps de récupération, justement, la CDR qui est réduite. Il y a des objets qui vous permettent d'aller plus vite, il y a des objets qui vous permettent d'avoir du vampirisme, toutes sortes de choses. En tout cas, le plus important, c'est quand vous voyez des items au sol, les prendre. Il y a une petite mécanique justement à savoir qui est importante. Quand vous récupérez la première fois un objet, cet objet, justement, vous le récupérez et vos alliés ne peuvent pas le récupérer. C'est ce qui se passe quand vous tuez des camps au tout début. La plupart du temps, un de vous va prendre l'objet et les autres ne pourront pas le prendre. Par contre, à partir du moment où vous prenez un duplicat de cet objet, c'est-à-dire prendre des duplicats d'un même objet, c'est important parce que ça le permet de l'améliorer. Les objets sont tous au niveau blanc et au fur et à mesure que vous allez recevoir des copies de cet objet, ils vont passer d'un certain niveau. Vert, bleu, puis orange et rouge. C'est important justement de prendre des duplicats parce que ça permet d'augmenter les stats qu'il lui donne. Mais en fait, ce qui est important, c'est quand vous prenez un duplicat d'un objet, cet objet est disponible pour votre équipe. Et en fait, il disparaît la première fois que vous le prenez, mais ensuite, il est tout le temps dispo pour vos alliés. Donc ça vous permet justement, je vais prendre l'exemple le plus simple, j'ai parlé des deux équipements, mais il y a aussi des bots qui est important à prendre parce que ça vous permet de courir de plus en plus vite et c'est le même système que justement les équipements. Les bots, au fur et à mesure que vous allez prendre des duplicats, il y a la rareté qui va s'améliorer. Et donc, par exemple, les bots, vous allez prendre une fois les bots et ensuite, comme il vous faut énormément de duplicats pour qu'elles s'améliorent, bah ensuite, vous allez prendre une fois les bots, et comme tout le monde a les mêmes bots, et ben la prochaine fois que vous allez passer sur des bots pour les récupérer, bah, vos alliés vont pouvoir récupérer ces bots aussi, et donc quand vous allez tuer un ennemi ou quand vous allez faire quoi que ce soit du genre, et donc bah, en fait tout simplement tout le monde va améliorer petit à petit ses items ensemble. La deuxième manière donc de pouvoir améliorer un item et pouvoir le faire passer en rareté supérieure, c'est avec les shards que je vous expliquais plus tôt. Quand vous tuez un ennemi, vous allez récupérer une shard sur lui, ou bien un certain nombre de shards suivant si lui-même ne les a pas utilisés. Et les shards, elles vous permettent justement de passer une rareté entière d'un coup pour vos objets. Par exemple, si votre épée elle est bleue et que vous avez besoin d'un certain nombre d'objets pour la faire passer en violet, je crois que le duplicat c'est genre 6 ou 8 objets justement du même objet pour pouvoir passer aux raretés supérieures. Si vous utilisez une shard, ça vous permet de passer directement à la rareté supérieure. Pour les dernières raretés, c'est-à-dire violet, rouge, jaune, etc., légendaire et plus, la plupart du temps, en fait, c'est impossible de récupérer beaucoup de duplicats comme ça, et donc vous allez tout simplement les monter grâce justement les shards que vous droppez sur vos ennemis. Et donc les shards, essayez de les garder, ou en tout cas vous les utilisez uniquement si vous savez qu'il y a un combat qui arrive et que vous n'avez pas le choix, mais la plupart du temps, utiliser les shards à partir du moment où vos objets sont bleus et plus, est plus intéressant parce que comme ça demande beaucoup de duplicats justement pour les améliorer, utiliser une shard à ce moment-là, ça vous permet de, entre guillemets, ne pas gaspiller justement une shard si vous avez tué justement un ennemi en début de partie. Donc les shards, vous pouvez les utiliser justement pour vos équipements, également pour vos bots. Et il y a un dernier type justement dans le jeu que j'ai pas encore parlé, c'est le backpack, c'est votre sac à dos. Et en fait les shards, vous pouvez l'utiliser également sur le sac à dos pour l'augmenter en rareté votre sac à dos. Et en fait, comment marche le sac à dos? En début de partie, quand vous allez commencer la partie, votre sac à dos, comment il marche? C'est là où vous allez avoir vos consommables. En fait, les consommables, il y en a plusieurs dans le jeu. Le plus commun, c'est des haricots vive. C'est le truc qui va vous permettre, en fait, c'est un repas qui va vous permettre de manger pour récupérer des HP. Soit vous l'utilisez parce que vous n'avez pas de healer dans votre équipe et dans ces cas-là, vous l'utilisez pour gagner des points de vie. Soit vous êtes en combat, vous reculez un petit peu et vous utilisez vos points de vie. Vous utilisez justement ce consommable pour regagner des points de vie. Attention, c'est important à savoir, lorsque vous faites une action dans le jeu, vous allez prendre un état de vulnérabilité. C'est-à-dire, par exemple, si je suis en train de manger justement devant l'ennemi, je suis en état vulnérable. Donc si lui, il commence à me faire des dégâts quand je suis en état vulnérable, d'abord ça va annuler mon action, donc je vais pas manger justement, et en plus je vais prendre 2 fois plus de dégâts. Donc c'est important justement de euh, reculer quand vous êtes en combat, par exemple, pour manger, pour ensuite retourner dans le combat avec donc plus de points de vie. Et donc ça, c'était justement pour ce consommable en particulier. Je reviens dessus un peu après pour vous parler d'un dernier aspect justement lié au jeu. Mais donc pour les consommables, en fait, dans votre backpack, vous allez avoir donc un slot qui est réservé à justement tout ce qui est consommable que vous pouvez manger. Et ensuite, vous allez avoir des slots qui sont soit débloqués, soit justement bloqués. Et donc suivant la rareté de votre backpack, vous allez pouvoir en fait avoir sur vous un certain nombre de consommables. Je vous donne un exemple.
de types de consommables que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des clés, vous pouvez avoir qui vous permettent d'ouvrir des coffres qui sont disposés un peu partout sur la map. Vous pouvez avoir des jump pads, donc en fait c'est des trucs que vous allez poser au sol et quand vous allez aller dessus, ça va vous propulser dans les airs. C'est très pratique justement pour traverser, enfin pour passer au-dessus de murs ou alors pour s'enfuir en combat, etc. Mais par exemple le jump pad, bah, ça va prendre une place dans votre inventaire justement de backpack. Et quand vous commencez la partie, vous avez votre consommable et vous avez deux places pour justement des... Vous pouvez tenir justement des objets, vous avez que deux places. Et donc, utiliser une shard pour augmenter votre backpack, ça vous permet d'avoir plus de place pour plus de consommables. Et en fin de partie, avoir pas mal de consommables, par exemple des jump pads ou des popos d'invisibilité, ou alors justement bah, des consommables qui vont faire des dégâts, ou bien des consommables, des clés qui vont permettre de pouvoir ouvrir des coffres qui vont contenir des pouvoirs en particulier. En fait, c'est des trucs assez importants. Donc en début de partie, si justement vous n'avez pas d'objets bleus ou plus, utilisez des shards sur vos backpacks. C'est important parce que justement, ça va vous permettre d'avoir plus de consommables sur vous et donc pouvoir justement en avoir plus. Et donc, suivant les situations dans votre partie, pouvoir avoir la possibilité de faire plus de choses. Dernier aspect du jeu que j'ai pas du tout parlé encore, c'est les feux de camp. En fait, c'est les camps de base qui sont disposés un peu partout sur la map. Eux, ils sont à des endroits figés, donc quoi qu'il arrive, quand vous lancez votre partie, les feux de camp sont toujours au même endroit. Et en fait, c'est quelque chose d'important à avoir, parce que quand vous allez dessus, c'est en fait l'endroit où vous allez pouvoir réparer votre armure si jamais vous prenez des dégâts, et c'est l'endroit où vous allez pouvoir cuisiner. En fait, quand vous récupérez des haricots justement sur les ennemis, vous pouvez en avoir jusque 3 maximum, et quand vous allez arriver à un feu de camp, en fait, il y a le cercle de base, que d'abord vous allez rester un peu comme un beacon pour justement le capturer, soit parce qu'il est, pas il est à personne et donc vous allez le capturer pour vous, soit parce qu'il est à un ennemi, dans ces cas-là vous allez le capturer pour justement leur voler leur feu de camp. Et en fait, pendant le feu de camp, vous avez à sa gauche un moyen pour cuisiner en fait vos haricots et que ça devienne des potions, qui va permettre de récupérer beaucoup plus de points de vie quand vous allez utiliser justement ces potions. Donc un haricot est égal à une potion, vous pouvez stacker des potions et des haricots en même temps, mais quoi qu'il arrive, pas plus de 3. Et un endroit, en fait, vous réparez votre armure, parce que votre armure, vous avez des tics, justement, par exemple, une blanche, c'est 4 tics, et donc suivant la rareté de l'armure, vous allez avoir de plus en plus de tics, chaque tic, ça représente un certain nombre de HP, en fait, d'armure, et par exemple, la dernière rareté, qui est orange, ça permet d'avoir beaucoup de tics, et donc ça vous montre comme quoi l'armure, elle prend justement plus de dégâts avant de se casser. Et donc, ces feux de camp, c'est justement un des endroits principaux pour pouvoir réparer votre armure. Ça coûte un certain nombre d'argent. Suivant la rareté de votre armure, ça coûte plus ou moins d'argent. Je reviens sur l'armure un petit peu après. Et donc, c'est l'endroit justement où réparer votre armure. Et en fait, avoir un feu de camp, c'est hyper important, parce que ça va vous permettre d'avoir de la vision tout autour de vous, que ce soit dans la nuit, en fin de zone, en tout cas avoir de l'info sur les ennemis, et savoir si ou non ils vont essayer de vous tendre une embuscade. Important aussi le feu de camp, qu'importe où vous soyez sur la map, si vous avez appuyé sur B, donc pour pouvoir justement appuyer pour aller à votre base, en fait vous allez à votre feu de camp. Donc appuyer sur B n'importe où sur la map va vous téléporter au feu de camp après un certain temps. Attention, les gens qui sont sur votre feu de camp, si jamais ils ont l'animation, ils voient dans combien de temps vous allez apparaître à votre feu de camp. C'est important à savoir parce que si jamais, justement, en fait, vous allez avoir le jeu qui va vous indiquer si jamais il y a des ennemis qui sont dans le rayon de votre feu de camp qui détecte. Et en fait, si jamais eux-mêmes ils essayent de venir sur votre feu de camp pour vous le voler, en fait, vous pouvez tous justement appuyer sur B pour arriver sur votre feu de camp. Et par contre, eux, ils auront l'information, ils peuvent justement vous attendre pour vous prendre en combat et avoir l'avantage, entre guillemets, parce que vous n'allez pas tous également arriver en même temps et ils auront peut-être préparé des sorts, etc. Donc c'est important quand même à savoir, c'est pour ça que je le mentionne ici. Ok, donc je reviens sur les armures. Les armures, donc quand vous commencez la partie, on a tous des armures blanches. C'est les armures justement les plus classiques dans le jeu. Et en fait, suivant la rareté justement de votre armure, elle va prendre en fait un certain nombre de points de vie. En gros, quand vous allez apprendre une attaque, suivant votre rareté de l'armure, une partie des dégâts qui sont censés aller directement sur vos points de vie, ils vont aller sur l'armure en fait. Par exemple, une armure blanche, qui est l'armure la plus classique, quand vous prenez des dégâts, 20% des dégâts qui sont censés aller au point de vie vont aller sur l'armure. Pour une armure verte, c'est 25%, pour une armure bleue, c'est 30%, et pour une armure orange, c'est 35%. Sachant que plus la rareté augmente avec l'armure, c'est pas le cas pour la verte, mais par exemple, plus une armure entre blanche et orange, en fait, l'armure orange a
a plus de durabilité. Et donc, vous allez pouvoir prendre des fights plus longtemps, vous régène et en même temps, votre armure va rester plus longtemps avant de casser. Si jamais donc vous avez une armure cassée, 100% des dégâts que vous prenez par n'importe quel type d'attaque vont directement à vos points de vie. Et donc, la plupart du temps, quand une personne a une armure qui est cassée, ça va très vite justement pour la tuer. Donc il faut faire attention à ça. Et le feu de camp, justement, c'est l'endroit pour pouvoir réparer votre armure. Et donc suivant la rareté de cette armure, ça coûte plus ou moins cher. Pour vous donner un exemple, une armure blanche c'est 100 gold, une armure verte c'est 300 gold, une armure bleue c'est 600 gold, et une armure orange c'est 1000 gold par justement tic d'armure à réparer. Suivant justement votre état dans la partie et qu'est-ce que vous avez fait sur la map, ça peut vite devenir cher. Donc du coup, surtout pour justement 300 et plus. Donc c'est important justement aussi de gérer cet aspect économique du jeu. On va parler d'un dernier truc. Je sais que la vidéo commence à être très longue et que ça fait beaucoup d'informations. N'hésitez pas à revenir justement. Je vais faire un chapitrage YouTube pour justement revenir sur des endroits que vous n'avez pas compris. J'essaie juste de sortir justement cette vidéo avant le début du playtest et que vous ayez le maximum d'infos pour que vos premières heures justement sur le jeu, vous soyez pas là à essayer de comprendre le jeu. Le jeu, c'est un jeu qui est quand même assez difficile, avec beaucoup de choses à apprendre dès le début. Au fur et à mesure du temps, vous allez vous apprendre, enfin vous allez justement devenir familier avec ces différents éléments et ça va aller tout seul, mais c'est juste qu'en début, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc justement, cette vidéo, elle est là justement pour vous aider pour ça. La dernière chose à savoir, donc il y a deux trucs à savoir en particulier. Au bout d'un moment dans la partie, si je me trompe pas, c'est à partir du jour 3, en fait des souls vont apparaître. Suivant la partie, c'est en gros des boss qui apparaissent et qui vous permettent d'avoir des améliorations, des passifs en particulier importants. En fait, ces souls-là, c'est une manière prendre un avantage considérable sur la partie. Par exemple, il y a des souls qui vous permettent, c'est une XP souls, et donc cette XP souls va vous permettre de ne plus avoir de level cap. Si par exemple au jour 3, tout le monde est bloqué au niveau 7, vous allez pouvoir aller jusqu'au niveau 9 par exemple. Et là où une équipe normale peut maximum aller jusqu'au niveau 9, si vous avez cette XP souls, en fait vous pouvez aller jusqu'au niveau 10. Il y en a pour des XP, il y a des damages, il y a des armures souls qui vous permettent justement de passivement régénérer votre armure sans jamais besoin d'avoir la nécessité de justement payer de l'argent au feu de camp pour pouvoir la réparer. Et tout type de souls comme ça que vous viendrez à apprendre au fur et à mesure que vous jouerez au jeu. Ces souls-là, donc c'est des boss qui sont la plupart du temps contestés, et donc les informations sur la map, tout le monde est au courant quand des gens font des souls, etc. Donc c'est des choses à faire quand vous êtes en avant, quand vous êtes euh, avantagé sur la partie, c'est-à-dire que vous avez fait pas mal de fights, que vous savez que vous avez de l'avance, que ce soit en niveau ou en justement rareté d'équipement, etc. Et donc c'est des choses à contester, mais donc peut-être que vous allez avoir un peu plus de mal à gérer justement ces éléments-là en début de partie, mais si jamais vous voyez justement un truc qui ressemble à des souls avec des gros ronds, etc., au moins vous savez ce que c'est. C'est un aspect un peu plus compliqué du jeu, j'en viendrai justement, et il y aura des vidéos qui sont spécialisées sur ça, justement sur les souls, et tout justement ces éléments un peu plus compliqués du jeu. Juste pour là, cette vidéo aussi, elle commence déjà à être assez longue comme ça, et pour un truc avec des bases, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage. Ça me fait penser, il y a encore deux trucs à savoir. Le plus important de tous, quand vous commencez la partie, en fait, on appelle ça un storm shift, mais en fait c'est un changement de tornade. Si vous voulez, c'est un BR classique, donc la zone va se réduire petit à petit pour converger vers un point. Et en fait, suivant la partie, vous allez avoir des événements aléatoires. Par exemple, sur la map, il y a un train qui se balade tout autour de la map, enfin en centre, mais en gros, ça fait tout le tour de la map. Par exemple, il y a un mode aléatoire qui fait qu'il n'y en a pas un, mais il y en a trois et qui vont super vite. Il y a par exemple le fait que parfois, tout le monde sait à l'avance où est-ce que finit justement, où est-ce que finira la partie. Ou bien vous avez par exemple une source qui fait que tout le monde a énergie limitée sur vos gliders. Vous savez ce que j'ai parlé en tout début de vidéo, vous n'avez pas besoin de gérer cette énergie, par contre vous pouvez toujours vous faire spike. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, c'est indiqué en début de partie et en haut à droite de votre écran qu'est-ce qui est actif comme souls et qu'est-ce qui est en événement aléatoire sur la map, mais du coup en fait ça permet d'ajouter justement un élément aléatoire intéressant au jeu, et en fait ça permet en fait à chaque partie d'avoir une manière différente d'aborder la partie, et c'est ce qui fait que la rejouabilité est nickel justement dans le jeu, et est très appréciable parce que chaque partie va être différente suivant justement ces différents éléments aléatoires qui vont apparaître d'une partie à l'autre.
Dernier truc qui est super important. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait que j'en parle que maintenant. Je suis désolé, mais en fait, c'est les pouvoirs. En fait, les pouvoirs, c'est vraiment le truc qui fait que le jeu est très différent d'un BR classique ou juste avec des équipements, etc. En fait, les pouvoirs, il y en a plus d'une soixantaine, et c'est pour ça que j'en parle un peu que maintenant. C'est parce que il y aura une vidéo dédiée justement où j'expliquerai chaque pouvoir, qu'est-ce qu'ils font, etc. Des pouvoirs, il y en a des actifs, il y a des passifs. En fait, ça se drop par plusieurs moyens dans le jeu. Par exemple, dans le jeu, il y a ce qu'on appelle des volts, donc c'est des portes que vous pouvez faire un mini-jeu pour pouvoir les ouvrir, et dedans, il y a des équipements et des pouvoirs. Ou bien dans des boss de zone, justement, c'est un petit cercle rouge qui va vous montrer que c'est un boss de zone. C'est un camp qui est plus compliqué justement qu'un camp classique avec juste justement un monstre. Et si jamais vous arrivez à le tuer, il va vous dropper des pouvoirs, ou bien dans les coffres, des clés que je vous parlais plutôt en consommable, ou bien sur le train, justement, en faisant un autre mini-jeu. Enfin bref, les pouvoirs, c'est vraiment la partie importante du jeu, et vous pouvez un peu les voir comme des sorts un peu à part entière. Quand je vous disais que vos personnages, ils avaient chacun genre une auto et 4 sorts, les pouvoirs, suivant les pouvoirs, ça peut vraiment être un sort à part entière. Ça peut être un dash, ça peut être justement quelque chose qui vous permet de vous déplacer vite, ça peut être un pouvoir qui fait énormément de dégâts, ça peut être un passif qui va vous permettre d'avoir beaucoup de régés de mana, ou avoir du vampirisme, ou en fait c'est vraiment très très compliqué à prendre en main les pouvoirs. C'est pour ça que je vais essayer au maximum de sortir une vidéo avant justement le début du playtest, ou en tout cas le premier soir du playtest, je ferai quoi qu'il arrive une vidéo en live justement que je vais record, qui vous montrera les pouvoirs petit à petit, parce que quand vous êtes dans le jeu, vous avez un truc qui est le terrain d'entraînement qui vous permet d'accéder aux justement tous les éléments du jeu, et dedans il y a l'entièreté des pouvoirs. Mais en fait, pour vous donner un exemple de quelques pouvoirs, comme je vous disais, il y a des passifs, il y a des trucs qui vous permettent de créer des murailles, il y a des trucs qui vous permettent de vous coller aux ennemis et de vous attraper aux ennemis. Il y a vraiment tout plein de types de pouvoirs, il y en a plus d'une soixantaine, et il y aura une vidéo, quoi qu'il arrive, qui vous expliquera les pouvoirs. Mais c'est un événement, mais c'est quelque chose d'important dans le jeu, parce qu'en fait, tout le monde peut avoir deux pouvoirs sur soi, et donc, en fin de partie, une équipe qui a des pouvoirs et une équipe qui n'a pas de pouvoir, ça fait vraiment une grande différence, parce que une équipe avec des pouvoirs va pouvoir faire beaucoup plus de trucs qu'une équipe sans pouvoir, et aura beaucoup plus de chances en fait de gagner la partie, parce qu'elle aura plus de capacité à pouvoir faire ce qu'elle veut et pouvoir provoquer des situations. Par exemple, en fait, les pouvoirs, ils ont une certaine rareté. Il y a des pouvoirs qui sont justement pas rares du tout, et il y a des pouvoirs qui sont extrêmement rares et qui se chopent uniquement dans certains volts précis, ou bien certains coffres en particulier. Et par exemple, le pouvoir le plus mythique, c'est la nuke, donc c'est la nucléaire, et en fait, ça fait une grosse zone justement qui fait que si vous restez dedans à la fin de justement, quand elle apparaît sur le sol, en fait, toutes les personnes qui sont dedans se font instantanément one shot. Et du coup, c'est quelque chose qui est très pratique pour déloger justement une équipe qui va camper à un endroit, pour justement les forcer à bouger, et donc vous allez forcer l'équipe à bouger et venir sur vous, et du coup, vous allez avoir l'avantage justement parce que eux vont pas avoir trop le choix de bouger, et peut-être qu'ils vont glide, et peut-être que vous avez les spikes. Enfin bref, vous commencez à comprendre que les pouvoirs, c'est extrêmement important. Et vous pouvez commencer d'ailleurs commencer à comprendre que le jeu est extrêmement difficile. En fait, le jeu, il est pas simple du tout d'accès, et c'est pour ça que, bah, par exemple, juste pour une vidéo qui veut expliquer les bases et vous aider justement, il y a encore plein de choses justement à comprendre sur le jeu, et une vidéo qui vous apprend juste les bases, bah en fait c'est normal qu'elle fasse 35 minutes à peu près de long, parce que on est vraiment sur un jeu qui demande du temps d'apprentissage, mais par contre on est sur un jeu qui est extrêmement skillé, un jeu qui justement a un aspect e-sport qui va arriver probablement si jamais il y a assez de monde sur le jeu, et vraiment un jeu sur lequel il faut s'intéresser, profiter justement de ce playtest pour essayer le jeu, profiter justement de vous intéresser sur le jeu, parce que on est une équipe on a une équipe justement de dev qui est extrêmement actif sur le Discord. On a une équipe de dev actif également sur Twitter pour vos questions, etc. Une équipe de dev qui justement faisait partie, certains les connaîtront, les reconnaîtront, mais on est vraiment sur des devs qui étaient là au prime de League of Legends, au prime des jeux justement que vous avez joués, si jamais vous êtes des joueurs PC multijoueurs un peu dans ces jeux-là, Fortnite, etc. Et en fait, on est vraiment sur un jeu qui, pour le coup, vaut le coup de justement s'intéresser à ce jeu-là. Et moi, je vous encourage justement à regarder et à consommer le jeu si jamais vous êtes intéressé. Euh, N'hésitez pas, donc comme je vous le disais,
à vous abonner et à commenter. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver justement pour les aspects particuliers, les pouvoirs, les hunters pour vous aider justement à décider qu'est-ce que vous voulez jouer. Dès jeudi soir, je serai en live justement pour jouer le playtest en live. Si jamais vous avez des questions, que ce soit en commentaire ou bien directement sur les lives, venez me les poser, ça me fera plaisir. Et si vous justement vous voulez que je fasse des vidéos sur des aspects en particulier du jeu que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas et justement je le ferai. Et voilà, vraiment n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle que j'ai des clés à vous faire gagner. Donc pour participer, n'hésitez pas à envoyer un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y aura des drops sur Twitch si jamais vous voulez accéder au playtest. Les drops seront activés sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à passer dès jeudi soir. Et ensuite, on sera au maximum en live sur le jeu à partir de jeudi, tous les jours, pour pouvoir vous faire découvrir et profiter un maximum de Supervive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut!